À 50 ans, Isabelle et Patrick sont maraîchers à Péranchy dans le Nord. Après avoir passé plus de 20 ans à fournir des grandes surfaces, ils ont fait le pari de l'indépendance. Il y a 6 ans, ils se sont convertis au bio. Leurs légumes, ils les vendent directement aux consommateurs. C'est enrichissant, c'est valorisant, c'est sécurisant même. Avant, quand on livrait la grande distribution, on nourrissait les rayons de supermarché, hein, on les nourrissait, on les remplissait. Maintenant, c'est bien des hommes et des femmes qu'on nourrit, c'est des visages. Voilà. Sur leurs 6 hectares, ils n'ont que des légumes de saison. À peine récoltés, direction les étals, à 10 km seulement. Il y a un an, ils se sont associés à 12 autres exploitants pour ouvrir ce magasin. Un moyen de court-circuiter les prix trop bas exigés par les distributeurs. Et la formule semble gagnante avec 28 emplois créés et un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros, soit 2 fois plus qu'attendu. Il n'y a plus d'intermédiaire. C'est directement nous, même si on laisse une commission forcément au magasin pour le fonctionnement, mais c'est quand même directement entre guillemets dans notre poche. Malgré des prix similaires ou à peine plus élevés qu'au supermarché, les clients sont au rendez-vous. Ils sont environ 250 tous les jours à acheter fruits, légumes, viandes ou laitages, bio, mais pas que. Au moins, on a la traçabilité des produits, et le fait que les producteurs soient des locaux, ça permet aussi de favoriser le commerce local et les producteurs locaux. Alors là, c'est la première fois que je viens. Ça fait un bout de temps que j'en ai entendu parler. Enfin, même ça fait qu'un an que c'est ouvert. Et en fait, forcément, j'y viens parce que c'est du circuit court, qu'il y a du bio, donc forcément, c'est idéal, quoi. Les exploitants ont même réussi à diversifier leur production alors que la grande distribution leur demandait de se spécialiser sur 1 ou 2 produits. 250 autres magasins de ce type existent aujourd'hui en France. La délinquance juvénile est un phénomène de société qui frappe la plupart des grandes métropoles de la planète. Elle trouve son fondement parmi plusieurs causes. La pauvreté, l'échec scolaire, les inégalités sociales, les mauvaises fréquentations, la mauvaise éducation et l'influence est parfois négative de l'audiovisuel. Bidon, on les assimile à des microbes, surtout à cause du reflet dévastateur de leurs actions. Ils étaient au nombre de 6. Ils étaient en train d'effrayer la population. Ils étaient avec des machettes, des armes blanches. On ne sait pas qui est vraiment derrière tout ça. On prie Dieu que l'État prenne cela en main, qu'on règle cette situation le plus tôt possible. Dans la nuit du 12 au 13 août dans la commune de Yopougon, une jeune fille de 23 ans a été retrouvée morte près d'une station au quartier Maroc. Tous les doigts accusateurs se sont pointés vers les microbes qui auraient fait un passage remarqué à l'endroit du meurtre de l'étudiante. Au lendemain des événements, la police ivoirienne a renforcé son dispositif sécuritaire dans la zone afin de contrer cette criminalité infantile. Quand on se sent menacé ou on se sent agressé dans sa personne ou dans ses biens, qu'on saisisse ces forces régaliennes là pour qu'ils fassent leur travail. Mais on ne peut pas se lever pour dire comme j'ai été victime d'une telle situation, je dois me rendre justice. C'est pas normal. En tout cas, à ma connaissance, il n'y a jamais eu de microbes à Yopougon. Les microbes, on en a entendu parler à Bobo, à Gamé dans la commune de Tekoubé, mais à Yopougon, jamais. Merci. Dans la lutte contre le crime et le banditisme, les autorités ivoiriennes en charge de la sécurité s'activent à faire en sorte que ces microbes ne se transforment pas en virus. Odan Abdirahman est étudiante. À 18 ans, elle habite avec sa famille à Mogadiscio. Elle a peur de quitter le cocon familial, paralysée à l'idée d'être violée. D'après les Nations Unies, environ 1500 cas de viol sont reportés chaque année dans la capitale somalienne et un tiers des victimes ont moins de 18 ans. Pour se rassurer, Odan se rend chaque semaine au centre d'arts martiaux de Mogadiscio pour apprendre les techniques de taekwondo, un sport de combat sud-coréen. J'ai commencé le taekwondo l'année dernière parce que les cas de viol en ville étaient de plus en plus nombreux. Je m'entraîne parce que je veux savoir me défendre de n'importe quelle attaque sexuelle. Le centre a ouvert ses portes en 2014 et accueille aussi bien les hommes que les femmes, mais seules les filles peuvent bénéficier de cours gratuits. J'ai environ 10 filles ici.
Et je leur enseigne des techniques de self-défense qui leur seront utiles pour se défendre contre les violeurs. En Somalie, de nombreuses menaces pèsent sur les femmes, viols, excisions ou encore mariages forcés. Dans ce pays ultra-conservateur de la Corne de l'Afrique, les violences sexuelles sont répandues et donnent rarement lieu à des poursuites. Et ce sont souvent les victimes qui se retrouvent sur le banc des accusés. Si le taekwondo est loin d'être une solution miracle, cette pratique est tout de même une première étape pour apprendre à se défendre. Je pense que les arts martiaux pour les femmes et pour les filles sont un outil très innovant. Nous savons que le pouvoir est ce qui est utilisé pour violer les femmes, et que le pouvoir est parfois représenté par des armes, des fusils. Mais parfois, ce ne sont même pas des armes qui sont utilisées contre les femmes pour prendre le pouvoir sur elles. Pour permettre à ces femmes d'avoir confiance en elles, nous leur donnons les compétences pour nous assurer qu'elles soient mieux protégées. Les cours d'arts martiaux ne sont que l'un des volets de la lutte contre les violences sexuelles. Il en faudra beaucoup plus pour que des jeunes filles comme Adon se sentent en sécurité dans l'un des pays les plus dangereux au monde pour les femmes. Ces impalas noirs, enceintes, ont rapporté plus de 24 000 $ chacune à Mike Rabo. Après 3 ans d'investissement dans sa ferme dans le Limpopo, cet éleveur sud-africain a participé à une vente aux enchères et vendu des gnous et des antilopes pour la première fois. Aujourd'hui, il les capture pour les livrer à leurs nouveaux propriétaires. Une opération compliquée et dangereuse. Le vétérinaire tranquillise les animaux depuis l'hélicoptère et le reste de l'équipe a peu de temps pour aller les chercher, vérifier leur état et les embarquer à bord d'un camion. Nous n'avons pas eu d'animaux problématiques jusque-là. On est content. On espère que ça va continuer jusqu'à la fin des opérations. En Afrique du Sud, l'élevage d'animaux sauvages, buffles, antilopes et gnous, représente des dizaines de millions de dollars. Une industrie traditionnellement dominée par les fermiers blancs, car le régime de l'apartheid restreignait le droit à la propriété des Noirs. Aujourd'hui encore, difficile de se lancer sans un gros capital. Il faut des centaines d'hectares et des animaux avec des caractéristiques génétiques précises pour commencer un élevage. J'aide des communautés qui ont bénéficié de restitution de terrain à commencer des élevages. On fait en sorte que ce soit possible pour eux en retirant certaines barrières. Quand ils n'ont pas de terrain, par exemple, on leur en prête, on apporte notre savoir-faire. On fournit le bélier ou le taureau quand ils n'en ont pas, donc ça les aide vraiment. Sur les 1500 fermiers que compte l'Association nationale des éleveurs d'animaux sauvages, seulement 15 sont noirs. La gauche radicale sud-africaine demande à ce que les terres des Blancs soient redistribuées aux Noirs, ce qui inquiète certains éleveurs. Mais sans utiliser des méthodes aussi extrêmes, beaucoup sont convaincus que l'industrie a besoin de se transformer pour prospérer. Comme Peter, qui a aidé Mike à se lancer. C'est le futur de l'élevage, nous devons unir nos efforts pour que ça progresse. Ce n'est pas une industrie de blancs, c'est une industrie pour quiconque croit en son avenir. Dans un pays où le salaire moyen des ménages noirs est de 625 $ par mois, le vice-président sud-africain Cyril Ramaphosa avait suscité l'indignation en investissant dans cette industrie. Mais il n'a pas fait les gros titres quand il a vendu 3 impalas à flanc blanc pour 2,5 millions de $ lors de cette vente aux enchères en 2014. Un signe que l'élevage d'antilopes et de buffles génère désormais plus d'intérêt et de convoitise que de scandales. Au perché et loin des rues bondées d'Addis Abeba, voici le programme spatial de l'Éthiopie. 2 dômes en métal abritent des télescopes ultra-modernes d'1 mètre de diamètre chacun. Opérationnel depuis seulement quelques mois, l'équipement spécialisé, le premier en Afrique de l'Est, a propulsé l'Éthiopie parmi le club très fermé des pays africains ayant une ambition spatiale. C'est une partie intégrale de tout cycle de développement. Sans l'aide de la science et de la technologie, j'ai bien peur que rien ne peut être accompli à grande échelle. Notre principale priorité a toujours été d'inspirer les jeunes scientifiques et les enfants, et tout ce qui va avec, de s'impliquer dans ce domaine. Financé par le magnat des affaires éthiopien-saoudien Mohamed Alamoudi, ce programme a été créé en 2004 afin de promouvoir l'astronomie et hausser le niveau scientifique du pays.
Pendant près de 10 ans, une poignée de passionnés, dont Solomon Belay, professeur d'astrophysique et directeur de l'observatoire, se sont battus auprès des autorités pour défendre ce projet. Convaincus que même dans l'un des pays les plus pauvres du monde où la malnutrition reste un fléau, la conquête de l'espace n'est pas un luxe. Les gens disaient « ils sont fous », parce qu'à ce moment-là, la préoccupation de l'Éthiopie était la sécurité alimentaire. L'attention du gouvernement, l'attention des instances supérieures était d'assurer la sécurité alimentaire. Ils disaient qu'étant donné que nous sommes pauvres, ce n'était pas le moment de commencer un programme spatial et de technologie. Voilà ce qu'ils pensaient. Avec le temps, les soutiens ont été plus nombreux. L'Éthiopie a maintenant pour projet de construire un autre observatoire plus performant dans les montagnes proches de Lalibela, au nord du pays. Le gouvernement ambitionne aussi de mettre un satellite en orbite d'ici 5 ans pour l'observation des terres agricoles et les communications. Le programme spatial est fondamental. Nous ne pouvons pas le retarder. Nous ne pouvons pas le retarder parce que le retarder signifierait que nous nous permettons de vivre dans la pauvreté. Désormais convaincu que l'avenir de l'Éthiopie passe par l'espace, l'Institut de technologie de Mekele dans le Nord s'apprête à tester au mois de novembre la première fusée éthiopienne pour un vol à 30 km au-dessus de la surface de la Terre.